Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 18 décembre. Voici les titres de ce 20h. C'est un soulagement pour les malades du cancer. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'un centre national de radiothérapie. Il a été inauguré ce matin par le président Alassane Ouattara. Ce centre va permettre d'améliorer le traitement et les conditions de prise en charge des malades. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu une rencontre avec les hommes d'affaires brésiliens à Sao Paulo. Les échanges ont porté sur le cacao ivoirien. Le cacao en provenance de la Côte d'Ivoire intéresse déjà les hommes d'affaires brésiliens. Un plan conjoint de sécurisation des frontières ivoiro-burkinabé a été élaboré pour faire face aux défis du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. C'est le résultat de la séance de travail conduite par les ministres en charge de l'administration du territoire des deux pays. Migration sans danger dans un monde qui bouge. C'est le thème de la journée internationale des migrants célébrée ce lundi 18 décembre. Les Nations Unies appellent à dissiper les préjugés sur les migrants et à renforcer la solidarité. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire a son premier centre de radiothérapie. Il a été inauguré ce matin par le président de la République, Alassane Ouattara. Cet établissement spécialisé dans le traitement de tout type de cancer est localisé au CHU de Cocody. Sa réalisation a coûté plus de 14 milliards de francs CFA. Il permettra de prendre en charge avec rapidité et efficacité les malades atteints de cancer. Mama Traoré, Ouattara. J'attache du prix au droit à la santé des Ivoiriens. Plus que des mots, des actes pour le prouver. En l'espace de 2 semaines, c'est la 3e fois que le chef de l'État vient assister la grande famille de la santé à la faveur d'événements tout aussi importants. Après la 19e édition de la conférence internationale sur le sida, ICASA, l'inauguration du CHU d'Angré place ce lundi au lancement officiel des activités du Centre national de radiothérapie dont le chantier a été lancé le 23 septembre 2015 par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Situé au sein du CHU de Cocody, cet édifice est le premier du genre dédié à la prise en charge des malades du cancer en Côte d'Ivoire. Sa réalisation, qui porte la signature d'une entreprise marocaine, a été possible en moins de 2 ans de travaux. La coopération Sud-Sud, c'est le partage mutuel des solutions. Et nous sommes ici aujourd'hui pour partager en toute humilité ce que nous avons accumulé au Maroc comme expérience dans le domaine sensible de lutte contre le cancer qui touche au devenir de l'humanité entière. 13,6 milliards de francs CFA, c'est le coût des travaux entièrement financés par le gouvernement ivoirien. Le Centre national de radiothérapie est équipé, entre autres, de 2 accélérateurs, d'un scanner de simulation, d'une unité de biochimie, d'une unité de microbiologie et même d'un détecteur de radioactivité. Tout pour permettre aux malades du cancer de se traiter sur place en Côte d'Ivoire. Cette avancée est, selon la ministre de la Santé, le fruit d'une volonté politique sans précédent. Le président Alassane Ouattara n'a pas hésité un seul instant à inscrire parmi ses priorités la construction d'un centre de radiothérapie pour rattraper le retard. Au lieu d'un accélérateur, vous avez autorisé la construction de 2 accélérateurs. C'est ça, Excellence, Monsieur le Président de la République, la manifestation de la volonté politique. Elle est vraie, elle est là, elle est concrète. Et c'est pour cela que nous vous prions d'accepter, Excellence, Monsieur le Président de la République, que ce centre, le tout premier, puisse porter votre illustre nom. Une fois de plus, le président Alassane Ouattara saisit l'occasion pour réaffirmer son ambition pour le secteur ivoirien de la santé. D'importantes avancées sont réalisées dans le monde scientifique pour la lutte contre le cancer et la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie, avec de réelles possibilités de guérison en cas de dépistage rapide. Il était donc de notre devoir de mettre tout en œuvre pour permettre à nos populations d'y avoir accès, quel que soit leur niveau social.
Ce centre permettra aux populations vivant dans notre pays et à celles de la sous-région l'accès aux thérapies de haut niveau et aux technologies développées pour le traitement et la prise en charge des patients atteints de cancer. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, mon ambition est de construire une Côte d'Ivoire avec une population en bonne santé, capable de construire et de contribuer efficacement à la croissance économique en plein essor. Les récents ouvrages que nous inaugurons en font partie, à l'instar du Centre de médecine nucléaire, dont la construction est en cours et la livraison, je souhaite, pour le premier trimestre 2018, et un ensemble cohérent de mesures qui permettront d'élargir le champ du traitement des maladies chroniques, telles que l'hypertension, les cancers ou le diabète. Plusieurs autres projets arrêtés dans le cadre du Conseil présidentiel sur la santé seront également mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire afin de renforcer les infrastructures, le plateau technique et le personnel médical. Désormais opérationnel, le Centre national de radiothérapie ouvrira ses portes aux malades à compter du 25 janvier 2018. Voilà, l'accès aux thérapies de haut niveau et aux technologies développées est désormais une réalité en Côte d'Ivoire avec ce Centre national de radiothérapie. L'ouvrage est une fierté nationale, ceci qui ressort de toutes les réactions recueillies après l'inauguration. Nous les écoutons. J'ai été victime l'an dernier du cancer du sein. J'ai pu faire 2 étapes, c'est-à-dire la chirurgie et la chimio. Et vu qu'il n'y avait pas de centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire, j'ai été appelée à aller à l'extérieur. Nous avons ce nouveau centre qui va nous permettre de pouvoir nous soigner sur place en Côte d'Ivoire et à moindre coût. Ceux qui ont peur de se faire dépister, aujourd'hui, ils ne vont pas débousser, ils ne vont pas souffrir moralement même pour aller à l'extérieur, pour aller se faire soigner. Tout est sur place ici. Il faudrait qu'ils prennent leur courage à 2 mains pour pouvoir venir dans ce centre. Merci au président de la République pour ce centre. Et j'invite, j'exhorte mes sœurs vraiment à se faire dépister, car le cancer du sein ne pardonne pas. Qu'elles n'aient pas peur, qu'elles aient confiance en la médecine. Aujourd'hui, la médecine a évolué. Donc il n'est plus question qu'une patiente, qu'une Ivoirienne vraiment décède du cancer du sein. Moi qui suis là, on m'a fait croire qu'avec le cancer, la vie n'était plus possible. Et qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de médecine possible. Et aujourd'hui, je suis un témoignage vivant parce que je suis debout sur mes 2 pieds. J'ai pu assister à cette manifestation. C'est pour dire que tout le monde peut guérir du cancer. Donc que chacun se lève aujourd'hui pour aller au dépistage. Voilà la destination Côte d'Ivoire promue à l'étranger. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan, récemment au Brésil, a eu une rencontre avec les hommes d'affaires à Sao Paulo. Les échanges ont porté sur le cacao ivoirien. Le cacao en provenance de notre pays intéresse ces hommes d'affaires brésiliens, comme nous le rapporte Viviane Aimé. La question de la transformation du cacao ivoirien et la reprise par le Brésil de ses importations de cacao en provenance de la Côte d'Ivoire étaient des objectifs majeurs pour le vice-président Daniel Cablon-Duncan dans ses rencontres avec les hommes d'affaires brésiliens à Sao Paulo. Si le Brésil est premier producteur mondial de café, il est par contre gros importateur de cacao. Il y a plus d'une vingtaine d'années, il importait de grandes quantités de cacao ivoirien. Mais depuis, les importations du Brésil en provenance de la Côte d'Ivoire ont grandement chuté. Reconquérir le partenaire économique brésilien était un objectif important de cette mission. Intervenant au cours du forum économique sur le thème « Investir en Côte d'Ivoire » organisé le mardi 12 décembre au siège de la Fédération des industries de l'État de São Paulo, le vice-président Daniel Cablon-Duncan n'a pas manqué de rappeler l'ancienneté des relations entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Dans les années 70, nous avions des relations beaucoup plus fortes entre le Brésil et la Côte d'Ivoire. Nous avions donc des banques comme Banco Real, Banco do Brasil, qui étaient déjà installées à Abidjan,
et la société aérienne Varig faisait la navette entre Abidjan et, disons que c'était Rio de Janeiro en son temps. Pour différentes raisons, ce n'est plus le cas. Je crois que le ministre des Affaires étrangères, Lounès, est passé à Abidjan il n'y a pas si longtemps. Et des deux côtés, nous sommes d'avis d'accélérer ces relations. Au profit des deux parties, c'est une coopération qui va être gagnant-gagnant. Parlant du cas spécifique du cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, il a invité les hommes d'affaires brésiliens à venir créer des unités de transformation du cacao sur place en Côte d'Ivoire, précisant les conditions avantageuses d'abaissement fiscal décidées par le gouvernement en faveur des entreprises intervenant dans ce domaine. D'autres secteurs de l'économie nationale que l'État veut promouvoir ont été présentés. Énergie, TIC, logement, hôtellerie, tourisme, santé. Le vice-président a exhorté les hommes d'affaires brésiliens à effectuer une mission économique en Côte d'Ivoire. L'auditoire composé de chefs d'entreprise a suivi avec intérêt l'exposé du vice-président, posant aussi des questions. En marge du forum, le vice-président a eu des contacts avec l'Association des industries de transformation du cacao du Brésil. Le Brésil est un pays déficitaire en termes de production de cacao par rapport à la consommation. Et ce dont nous avons discuté, c'est de la possibilité pour la Côte d'Ivoire de fournir du cacao en fèves pour remédier à ce manque de cacao actuel au Brésil. Donc c'était une réunion très productive. Monsieur le vice-président va rencontrer les autorités brésiliennes la semaine prochaine pour discuter de ce point et nous espérons pouvoir à nouveau être dans la capacité d'importer les fèves de cacao de la Côte d'Ivoire. Je voulais simplement ajouter que dans les discussions, nous avons parlé du court terme, mais aussi du moyen terme. Le court terme consiste donc à faire en sorte qu'effectivement, disons que soit levée l'interdiction donc d'exporter le cacao, la fève de cacao, ici au niveau donc du Brésil, mais qu'à moyen terme, il faut que nous trouvions rapidement avec nos amis brésiliens, de manière à ce que nous puissions discuter ensemble sur l'avenir, notamment donc la transformation sur place de ce cacao. Voilà ce que je voulais ajouter donc en complément. Après São Paulo, Brasilia a constitué la seconde étape de la mission conduite par le vice-président. Et retour en Côte d'Ivoire, je vous conduis dans la région de l'Agnébi-Tiassa où les populations ont rendu hommage au président de la République pour ses actions de développement. La cérémonie de reconnaissance a eu lieu hier à Agboville en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs membres du gouvernement. Le reportage de Mamadou Kwasi. Ils sont venus de toutes les contrées de la région de l'Agnébi-Tiassa pour prendre d'assaut la place de la paix d'Agboville. Les filles et les fils des départements de Sikensi, de Tiassalé, de Tabo et d'Agboville, dans toutes leurs composantes politiques, religieuses, ethniques et sociales, ont décidé de traduire en actes le retour de l'union et de la cohésion qui règne désormais dans cette région. Une situation rendue possible grâce au climat de paix et surtout les actions de développement dont bénéficient toutes les collectivités de l'Agnébi-Tiassa. Ces populations mobilisées disent merci au président de la République, Alassane Ouattara, qui a favorisé toutes ces actions. La préfecture de région, en joyau architectural, a été construite. Le bitumage de la voie Séchi à Beauville-Séchi à Noumaba est en cours de réalisation. Un fonds de 15 milliards de francs CFA a été mis en place pour régler définitivement l'épineux problème d'eau potable auxquels sont confrontées les populations de l'Agnébi-Tiassa. Le nouveau lycée d'Agboville verra le jour très bientôt. Cette journée de reconnaissance et d'hommage au président de la République Alassane Ouattara est également l'occasion pour les différents intervenants, dont le député d'Agboville, Adama Bictogo, de rappeler les actions de développement au profit des populations de la région de l'Agnébi-Tiassa. C'est pour cela que l'Agnébi, par sa mobilisation de ce jour, par son organisation, par sa grande cohésion, par son engagement, a donc voulu montrer aujourd'hui qu'au-delà de l'hommage, nous-mêmes, le président Alassane Ouattara nous a redonné notre fierté, celle qu'Houphouët-Boigny nous avait déjà donnée. Au nom des 4 promus, le ministre Maurice Kwaku Badama
a traduit leur gratitude et a promis s'investir dans la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle. Nous joignons nos prières à celles de nos guides religieux afin que le président Alassane Ouattara puisse conduire la Côte d'Ivoire sur les sommets les plus élevés du bonheur, de la paix au bénéfice de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui vivent sur la terre ivoirienne. Le parrain de cette journée d'hommage et de soutien au président de la République, Alassane Ouattara, Jeannot Ahoussou Kouadio, accompagné d'une délégation de 100 chefs du Grand Centre, a appelé les populations à la préservation de la cohésion sociale et du climat de paix. Comment ne pas, depuis Agobi, terre de liberté, terre de brassage culturel, rendre hommage à cet ardent défenseur des droits et des libertés citoyennes? Pourquoi ne pas soutenir celui qui, juste après la crise post-électorale, a donné toute sa chance au dialogue politique pour amener la paix et la concorde en nous les Ivoiriens? Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a félicité les populations des 4 départements de la région de Niébi-Tiassa pour leur mobilisation. Il promet la poursuite des projets de développement au profit de toutes les couches sociales avant d'adresser un message aux jeunes de Côte d'Ivoire. Oui, avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est dans de bonnes mains et sur la bonne voie, celle de son émergence. Nos progrès économiques sont salués unanimement dans le monde et la poursuite de cette politique économique et sociale permettra de relever, et je vous le dis, tous les défis auxquels notre pays est confronté et prioritairement celui de l'emploi des jeunes. C'est pour cela que, jeunes de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Le président est déterminé à créer toutes les conditions qui permettront votre épanouissement chez vous, ici, en Côte d'Ivoire. L'action économique et sociale qui est menée, les politiques économiques qui sont menées, n'ont qu'un seul objectif, au bout, créer les emplois qui sont nécessaires pour vous donner des revenus en vous permettant de vivre correctement dans votre pays. Cette dynamique étant lancée, vous devez rester définitivement aligné derrière cette dynamique de progrès qui est lancée en Côte d'Ivoire. Vous ne devez pas avoir de comportement, qu'il soit étudiant, élève ou jeune en quête d'emploi, qui soit de nature à compromettre donc cette dynamique. Parce que cette dynamique, elle est faite pour vous. Elle n'est pas faite pour quelqu'un d'autre. Le Premier ministre s'est également adressé aux chefs traditionnels garants de la cohésion sociale. Chers chefs traditionnels, c'est vers vous que je voudrais à présent me tourner. Votre responsabilité est grande. Vous incarnez la sagesse et la raison. Jouez pleinement votre rôle de régulateur social. Et c'est la Niébi-Tiassa qui aura gagné. C'est toute la Côte d'Ivoire qui se portera bien. J'invite donc à nouveau les cadres et les populations de cette belle région à soutenir leurs chefs et à poursuivre les efforts pour consolider la paix dans la Niébi-Tiassa et partant en Côte d'Ivoire. Cette journée d'hommage et de soutien au président de la République, Alassane Ouattara, organisée à Agboville, est la toute dernière de ces journées qui se tiennent dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire au titre de cette année 2017, a annoncé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des réactions ont été recueillies après cette cérémonie d'hommage dans la région de la Niébi-Tiassa. Nous les écoutons. Lorsque votre voisin vous donne une gorgée d'eau, la première des choses, c'est de lui dire merci. À plus forte raison lorsqu'il s'agit du premier Ivoirien, le président de la République, qui vous porte un regard bienveillant. La première des choses, c'est de lui dire merci. En lui disant merci, de lui rappeler que le chemin est encore long à parcourir, mais déjà nous reconnaissons ce qui vient d'être fait. Comme mon père me disait, dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut dire merci à ton bienfaiteur. Depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, la région de la Niébi a pris un envol dans le développement. Hier, le colon nous a traités d'indigènes. On roulait comme des indigènes. Aujourd'hui, le président est venu nous a mis en institution. On ne peut que lui dire merci et faire en sorte de mériter cette confiance. Nous devons faire en sorte que le président ne soit pas déçu de nous. Il a construit des routes, des châteaux, des écoles, des infrastructures et il a rendu les Ivoiriens heureux. Donc nous sommes en phase avec le président.
Et parlant de reconnaissance, justement, 245 sapeurs-pompiers militaires ont vu leur galon arrosé ce lundi par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Ces promus de l'année 2017 ont été récompensés pour s'être illustrés dans leurs tâches quotidiennes. Cette personnalités civiles ont été également décorées au cours de cette cérémonie. Un plan conjoint de sécurisation des frontières ivoiro-burkinabé élaboré pour faire face aux défis du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. C'est le résultat de la séance de travail conduite par les ministres en charge de l'administration du territoire des deux pays. Notez que ces travaux s'inscrivent dans le cadre du traité d'amitié et de coopération qui lie la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Michel Digri. C'est la deuxième réunion des ministres en charge de l'administration du territoire de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Ce cadre a été l'occasion de faire le bilan des résolutions prises au cours de la première rencontre pour faciliter et sécuriser les déplacements des populations aux frontières des deux pays. La question des tracasseries policières, il faut reconnaître à l'actif justement de nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, ce fléau a été largement résorbé. Et il y a de grands efforts qui ont été faits dans ce sens. Et cela s'est réduit aujourd'hui à quelques poches, n'est-ce pas, de résistance. Mais c'est un travail de tous les jours. Pour lutter contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme, les deux pays entendent intensifier leur coopération. Nous avons également et surtout insister sur la nécessité que les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité au niveau de nos frontières puissent avoir une collaboration parfaite, comme le disait donc mon collègue, sur la question de l'enseignement, sur la question d'opérationnalisation d'un certain nombre d'actions afin de pouvoir enrayer ce phénomène. La mise en œuvre d'un plan conjoint de sécurisation des frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'inscrit dans le cadre du traité d'amitié et de coopération signé par les deux pays en juillet 2008. Dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, l'ouverture du procès de 4 accusés devant la cour d'assises d'Abidjan. Ils sont jugés pour l'assassinat de 18 personnes, dont 7 soldats de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire en 2012. Parmi les accusés figure l'ancien ministre Hubert Oulaye. Il est poursuivi par le parquet général pour complicité d'assassinat. Les explications de Gabriel Zani. Ils sont 2 sur les 4 accusés à comparaître ce lundi devant la cour d'assises d'Abidjan. Guiré Daoué Maurice et l'ancien ministre Hubert Oulaye, tous deux inculpés respectivement pour assassinat et complicité d'assassinat dans la mort de 18 personnes, dont 7 soldats du contingent nigérien de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Un soldat des forces républicaines avait aussi péri dans l'attaque perpétrée dans les villages de Para, Nigré et Sao, dans l'ouest du pays, en juin 2012, par un groupe d'individus armés. Les enquêtes menées avaient conduit à l'interpellation de Keyi Hervé Tabio François, Touré Eric et Guiré Daoué Maurice. Le dernier nommé est celui qui aurait fourni les renseignements devant servir à l'action. Concernant Hubert Oulaye, son nom a été cité dans l'affaire comme celui qui a commandité l'attaque. Il aurait financé l'opération selon des témoins entendus dans l'affaire. Des faits que les accusés Hubert Oulaye et Guiré Daoué Maurice nient en bloc, réfutant ainsi les accusations. Les avocats des prévenus demandent l'annulation de la procédure contre leurs clients. Pour le parquet général, la procédure engagée ce lundi doit suivre son cours pour la manifestation de la vérité, car il y va de la crédibilité de la justice ivoirienne saisie de l'affaire depuis 2012. Et en sport, notez que le président de la CAF, la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, est arrivé à Abidjan aujourd'hui pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli par le ministre des Sports, François Amichia, et par le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo. C'est sa première visite en Côte d'Ivoire depuis son élection à la présidence de la CAF en mars dernier. Il sera reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, demain mardi 19 décembre.
Les acteurs intervenant dans les nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil ont été formés par l'Office national d'identification dans la région de la Nawa. Ils sont près de 400 dans cette région et ils ont été instruits sur les procédures de collecte des données nécessaires donc à la réussite de l'opération pilote. C'est ce que nous explique Sidonie Davila. À partir du mois de janvier, dans les zones retenues pour l'opération pilote, toute naissance, tout décès peut être déclaré chez le chef du village. C'est une des dispositions des nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil dans les délais. Concernées, les populations de villages éloignés de la sous-préfecture de rattachement et ne disposant pas de structures sanitaires. Acteur clé de l'opération pilote d'enregistrement des naissances et des décès dans les délais, autorités sous-préfectorales, points de collecte médicaux, points de collecte sanitaire, agents des bureaux d'état civil. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit au village, que ce soit au campement, il faut s'appuyer sur des personnes de relais pour pouvoir capter tous les faits d'état civil, pour ne même pas qu'un seul fait nous échappe. Le chef de village, qui devient un agent d'état civil, va désigner un jeune, appelé point de collecte communautaire, PCC. Il va faciliter les déclarations de naissance et de décès dans les villages et campements rattachés au village. Autre disposition, le point de collecte sanitaire, PCS, la sage-femme ou l'infirmier qui aide à l'accouchement dans un centre de santé pourra automatiquement déclarer la naissance. Dans un premier temps, ça rapproche les parents de la sous-préfecture. Le rôle de l'officier d'état civil sera d'encadrer et de coordonner l'activité de ces points de collecte communautaires et sanitaires, de mobiliser et sensibiliser la population, également transmettre les données statistiques à l'Office national d'identification. Avec l'appui financier de l'UNICEF, 561 localités des régions de la Nawa, du Gbokle et de San Pedro vont bénéficier de la phase d'expérimentation des nouveaux mécanismes de déclaration des naissances et décès. Je vous livre à présent ce communiqué. Il émane de l'Assemblée nationale. Monsieur Mamadou Sanogo, président de la Commission des affaires économiques et financières, convoque mesdames et messieurs les députés, membres de la dite commission à la réunion du mardi 19 décembre 2017 à 14 h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, examen des projets de loi suivants. Projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le compact du Millennium Challenge entre les États-Unis d'Amérique agissant par le biais du Millennium Challenge Corporation et la République de Côte d'Ivoire agissant par le biais du ministre de l'Économie et des Finances. Deux projets de loi portant ratification de l'ordonnance du 14 décembre 2017 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Millennium Challenge Corporation. À l'étranger, en Afrique du Sud, l'ANC a changé de leader. Le vice-président Cyril Ramaphosa succède au président Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain. Il a été élu ce lundi à l'issue d'un vote qu'il a opposé à l'ancienne chef de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, ex-épouse du président Jacob Zuma. Avec ce résultat, Cyril Ramaphosa pourrait devenir en 2019 le nouveau président de l'Afrique du Sud à la fin du mandat de Jacob Zuma en cas de victoire de l'ANC aux élections générales. Migration sans danger dans un monde qui bouge. C'est le thème de la Journée internationale des migrants célébrée ce lundi 18 décembre. Les Nations unies appellent à dissiper les préjugés sur les migrants et à renforcer la solidarité. Abou Sanogo. Migration sans danger dans un monde qui bouge. Thème de la Journée internationale des migrants. Cette journée est l'occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Les migrations sont une réalité incontournable. De nombreuses raisons amènent les gens à se déplacer, que ce soit pour étudier à l'étranger, rejoindre des membres de la famille, chercher un emploi ou assurer un meilleur avenir à leurs enfants. Aujourd'hui, la migration mobilise de plus en plus l'attention de la communauté internationale. Mais il y a des éléments d'imprévisibilité, d'urgence et de complexité. Les défis et les difficultés des migrations internationales exigent une coopération renforcée et une action collective entre les pays et les régions. L'ONU joue un rôle actif de catalyseur dans ce domaine.
Le 19 septembre 2016, à l'occasion d'un sommet de haut niveau qui a eu lieu au siège de l'ONU, l'Assemblée a adopté des engagements essentiels visant à renforcer la protection de millions de personnes déplacées de force et qui se déplacent pour d'autres motifs dans le monde entier. Par ce texte appelé la Déclaration de New York, les États membres se sont engagés à protéger les droits des réfugiés et des migrants, sauver des vies, partager la responsabilité du soutien et de l'accueil de ces réfugiés et migrants, entamer des négociations menant à une conférence internationale et adopter en 2018 un pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Plus de 5000 manifestants, selon la police, se sont rassemblés en fin de matinée aux abords du palais présidentiel à Vienne, en Autriche. C'est là que le nouveau gouvernement a été investi. Sébastien Kurz, le leader conservateur âgé de 31 ans, est officiellement chancelier. Son parti hérite de 6 ministères, dont l'Intérieur, la Défense et les Affaires étrangères. De quoi susciter le mécontentement des manifestants venus ce matin. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous tous de votre aimable attention. Très belle soirée sur RTI1.